l'une des conséquences qui amène aujourd'hui les Camerounais à se faire justice eux-mêmes, c'est parce qu'ils n'y croient plus beaucoup en leur justice. C'est parce que cette justice est taxée de tous les maux. C'est parce que si l'on dit de notre pays qu'il est corrompu aujourd'hui, hein, à la lumière du classement fait par les organisations spécialisées, vous verrez que la plupart des institutions qui sont mises en avant, comme tentées d'être des institutions corrompues, ce sont des institutions pourtant censées nous protéger. La police, la gendarmerie, la justice. Et dans ce cadre-là, dans ce schéma-là, il y a donc des Camerounais qui préfèrent eux-mêmes à un certain niveau se faire justice parce que même quand cette justice est appelée à dire la justice, elle nous laisse parfois sur notre faim. Vous avez pris un exemple, et je sors par là, celui du sous-préfet de la Lokundje, qui abat sa copine, sa fiancée, hein, à bout portant. Il a expliqué que c'était pas son objectif. Non, cher ami. Parce qu'il a le droit de se défendre. Cher ami. Il a le droit, il a le droit à la parole. J'en connais, écoutez-moi très bien. J'en connais à Kondengi, qui ont conduit le véhicule qui a servi de braquet, et puis le braquage a mal tourné. Donc lui, il était simplement dans le véhicule parce qu'il avait été loué. Et ce chauffeur-là se retrouve à Kondengi, et il est aujourd'hui condamné, bon, à mort, on a permuté, ça devient une condamnation à vie. Et quelqu'un qui l'a fait, à bout portant, on vous dit que la justice a été clémente. Mais quand même, la justice, non, David, ans. Non, David, le magistrat a quand même tout un dossier. Il y a des enquêtes qui sont menées. Les gens sont écoutés et la sentence est prononcée à la fin. Vous savez, quand vous n'avez pas. C'est aussi ça le rôle du tribunal. Quand vous n'avez pas encore fait face à la justice, quand vous n'avez pas été victime d'une injustice, vous en parlez avec de la peinture. Vous êtes des peinturiers. Des grands peintres, donc vous peignez tout en blanc, vous ne savez pas ce qui se passe. Non, mais David, je vous pose des questions pour comprendre. Donc je réponds donc. Je ne suis pas en donner mon avis, je vous pose des questions. Oui, je réponds donc en vous disant que l'un des éléments qui frustre et qui peut contribuer à en violenter, à en sauvager notre pays aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des compatriotes qui préfèrent se faire justice eux-mêmes. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, parce qu'ils n'y croient pas aux instances habilitées à nous rendre justice. Je pourrais en revenir dans le détail. C'est que si la paix est une construction permanente, tout à fait, il n'y a que celle-ci s'est retrouvée menacée dans notre pays du fait de politiques inconséquents qui, lorsque tout va bien, nous présentent le pays comme étant un havre de paix. Mais lorsqu'il s'agit de leur contribution pour préserver cette paix-là, ils démontrent toute leur inefficacité, toute leur incompétence et conséquence, le NOZO, le nord-ouest et le sud-ouest, 6000 compatriotes tombés. Ça ne fait pas rire du tout et ça n'amuse personne. Et comme je l'ai dit, il faut bien se rendre à l'évidence que s'il y a quelques efforts qui sont faits, il y a manifestement des gens qui n'ont pas intérêt à ce que cette paix soit partagée. Parce que si nous parlons de paix, et j'aime bien la formulation de votre thématique, cela veut dire qu'il y aura manifestement une prospérité. Mais quelle prospérité? Une prospérité qui doit être partagée pour atteindre ce que vous avez appelé le socle de l'unité nationale. Parce que le socle de l'unité nationale, selon vous, doit partir de l'accessible de paix et de prospérité. Mais l'unité nationale même dont nous mettons en avant aujourd'hui, elle vient d'où? Elle-même est une construction du politique qui a voulu lui donner d'autres oripeaux qui ne sont pas toujours ceux que nous voulons mettre dans l'unité factuelle et ponctuelle telle que nous la vivons au quotidien. L'unité nationale, parce que j'imagine que le thème que vous avez choisi, c'est un prétexte au 20 mai, tout à fait, qui arrive dans quelques jours. Le 20 mai qui lui-même, il faut peut-être faire un détour dans l'histoire, qui a été en réalité le référendum de ce jour-là, le 20 mai 1972, et qui a vu le passage d'un système fédéral à un système unitaire, parce que c'est à partir de là qu'on est devenu République unie du Cameroun, parce que nous sortions d'un système fédéral qui a été consacré lui-même à partir d'un autre référendum du 11 février 1961, où la partie du nord anglophone, du nord du Cameroun occidental, s'est retrouvée, parce qu'il était fortement islamisé, s'est retrouvée au Nigeria, et la partie du sud, fortement christianisée, s'est retrouvée du côté du Cameroun pour former la République fédérale du Cameroun, dont le système s'est arrêté en 1972. Donc, c'est une consécration, ou alors qui est une construction politique, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous avons pris le temps de mettre du sens, ou alors un substrat conséquent, pour que les Camerounais, effectivement, se sentent unis? Et je suis d'accord avec Tafé,
qui a cru devoir dire que chaque fois que le politique se mêle et s'accapare d'une thématique ou d'un enjeu aussi important, c'est dévoyé tout de suite. Parce que l'on a l'impression aujourd'hui que lorsqu'on parle d'unité, cela est l'affaire des politiques qui l'utilisent en réalité comme une espèce d'eau bénite pour nous rappeler en plein culte que voilà ce qui nous consacre. Le peuple devrait adhérer. Non, il s'agit quand même du Cameroun, c'est de façon générale, le peuple devrait adhérer. Ce que je veux dire, n'est-ce pas, oui. En un mot, c'est que l'unité devrait être une construction permanente, un habitus, quelque chose de culturel, qui nous amène à nous dire que nous sommes faits pour être ensemble. Nous sommes faits, nous avons un destin commun. Et nous avons donc le devoir de protéger cette unité parce que cela y va de notre destinée commune. Quand je l'ai dit, je ne peux donc pas manquer de m'étonner de ceux qui ont la charge de préserver ou alors de contribuer à asseoir cette unité-là, qui, malheureusement, au lieu justement d'apporter des éléments qui nous rassurent dans ce construit permanent, viennent y mettre de la poudre au feu. Ouais. C'est le cas d'un exemple que j'ai pris tout à l'heure, la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui aurait pu se régler si les institutionnels politiques... Mais vous n'allez pas quand même dire qu'il n'y a pas de volonté de régler ce problème J'ai pris un exemple tout à l'heure, démontrez-moi le contraire. La preuve... Je vous ai pris l'exemple également du grand dialogue national. Et la preuve... Toutes ces intelligences qui sont retrouvées avec un statut spécial accordé à ces régions du Cameroun. Ça dit qu'il y a quand même une volonté aujourd'hui d'apporter des réponses à toutes les questions. Une seule preuve pour sortir. Les mêmes institutionnels qui ont été au départ de cette crise-là sont toujours au gouvernement. Quel message politique vous envoyez à ceux-là qui pourtant, eux, aujourd'hui, ne veulent plus de cette unité nationale parce qu'ils parlent de plus en plus de l'État d'Ambazonie. Parlent de la République sécessionniste. David, quand même, David, quand même, il faudrait qu'on reste aussi très objectif sur la question. Vous m'avez coupé 4 fois, vous ne me laissez même pas le temps de déployer. En disant quand même sur la question, c'est que depuis plusieurs années, le Conseil est clair, c'est qu'on n'a pas eu un nouveau gouvernement. Ça, au moins, vous le savez. Peut-être là, le président attendrait, je ne sais pas, peut-être la prochaine élection, qu'est-ce qui va se passer. Donc, ce qui peut expliquer aussi le fait que certains membres concernés par cette affaire, de façon directe ou indirecte, soient aux membres du gouvernement, parce qu'il n'y a pas eu remaniement ministériel depuis des années. Je prends les vous m'avez coupé à plusieurs reprises. Vous ne me laissez pas le temps de construire. Non, vous l'avez déjà construit. Et il vous a donné d'ailleurs de bonnes idées en parlant d'un construit permanent quand on parle de la paix. Mais sur la question, on va être prospère, François Bikoro, en se rappelant que le Cameroun, depuis plusieurs années, s'est engagé dans un couloir de l'émergence. Et on a dit que le Cameroun devrait être émergent à l'horizon 2035. En 2025, donc on est pratiquement dans moins de 10 ans ou dans 10 ans exactement, on nous parle là de la prospérité. Le Camerounais va avoir accès à de l'eau, va manger à sa faim, va être bien, va avoir de l'énergie électrique 24 heures sur 24, avoir même une bonne qualité en ce qui concerne la pollution de l'eau potable. Moi, ce qui me gêne, c'est la capacité des gens à comprendre la situation avant d'en parler. Le village s'appelait Aquitaine. Dans les années 68, après qu'il y ait eu un autre mouvement comme celui de 1990 en France, ça s'appelait les 68 arts. La France était dans l'ébullition. Quand une maman de 92 ans, au quête, et dit qu'elle a mal au truc là, comme tous les hommes politiques ont menti, on dit que c'est l'usine de transformation de pétrole qui se trouve à Aquitaine qui lui a créé ce problème. On l'a transporté notamment pour l'amener au Biafra, dans la zone du Biafra. Et le Biafra, c'est le frère consanguin du nord-ouest-sud-ouest. Quand on adresse des choses, il faut que les intellectuels camerounais nous aident à avancer. Parce qu'on n'avance pas sans connaissance de l'histoire. Ce qui est au nord-ouest-sud-ouest a un lien direct avec ce qui a eu lieu au Biafra. Si on enlève ça là pour dire qu'il y a un ministre qui est au courant de ça, non, non, non. En 2016, pour aller vite, après la guerre larvée que M. Biya a eue avec le président nigérian, il y a une photocopie mal lavée que Gowon avait remis à Idjo, que mon frère. Je connais mes frères, je connais l'Europe, je connais les Occidentaux. Gardez bien cette photocopie, celle qui traçait bien le Cameroun d'avant qu'on le découpe. L'histoire retient que l'Angleterre s'était plaint quand on a fini de découvrir. Mes frères, on a tous été ensemble. Moi, je gagne quoi?
C'est comme ça qu'on fait une petite virgule et le Biafra sort du Cameroun. Mais on oublie que le Biafra, le nord-ouest, sud-ouest, c'est la même tribu, c'est les mêmes personnes. Nous sommes conséquents des choses que les autres ont décidées avant nous. C'est pour cela que quand on les adresse et quand on veut les régler, ils sont très contents d'entendre que les gens qui sont nés après, c'est eux qui en sont les responsables. En 2016, c'est l'année où le Cameroun rentrait dans son entière territorialité après la crise de Bakassi. C'est aussi au même moment que les généraux nigériens ont dit on n'accepte pas. Donc on ne peut pas. En 2018, quand je vous dis j'extrais les hommes politiques, tout le monde a dit Bakassi c'est parce qu'il n'y a pas les routes goudronnées, les gens ne mangent pas, les gens ne font pas ceci. Parce que nous étions en période électoraliste. Donc je ne veux pas faire le débat là-dessus. Ils savent mentir, mensonge cohérent en période électoraliste. Et je vous dis qu'au moment où je vous parle, les gens ont repris le chemin pour aller au champ. Sans être passés par les gens dont le docteur cite tout à l'heure, qui sont des acteurs du moment. Les vrais acteurs, c'est quand on a dépecé l'Afrique. On ne peut pas l'oublier. Quand vous dites crise anglophone, c'est crise Bakweri. Moi, je ne comprends pas. La maman du village me demande qu'est-ce qui se passe là-bas. Je leur dis qu'ils font une guerre de construction coloniale, néocoloniale, qu'il a bien définie aujourd'hui. Si vous faites un regard sur l'Europe, vous qui venez chaque jour, vous qui dites que les enfants qui traversent le désert affamé vont trouver la prospérité là-bas, parce que les journalistes ne jouent pas le bon rôle. On meurt de famine au moment où je te parle d'Europe. Et la vraie famine. Mais comme vous recopiez les critères de convergence et de divergence édictés par ceux qui vous ont mis dans cette situation, oui, supposons que les gens meurent vraiment de famine, on n'a pas bien partagé au nord ou au sud-ouest. Boko Haram, lui, venait faire quoi? Lui aussi, il est venu régler le problème de partager la nourriture au Grand Nord. Boko Haram, nous vivons Boko Haram depuis qu'on a mis en place le terrorisme mondial. Judéo-chrétien contre arabo-musulman. Il faut le dire aux Camerounais. C'est pour cela que quand ces genres de thématiques reviennent comme des bancs, et là je suis d'accord avec Eboutou, c'est pour leur dire attention, nous avons un peu de paix, mais si on ne la conserve pas, on ne la transforme pas en moteur de vie commune, les influences dont nous subissons vont nous en réenvahir, sachant que nous on est toujours habitués à dire c'est l'individu qui a fait ceci, c'est l'individu qui a fait ceci. C'est des constructions mondiales, partie de la Société des Nations, les Nations Unies, qui ont décidé qu'il y a un certain type de coin du monde qui ne doit pas mourir de pauvreté et d'autres ne doivent travailler que pour eux. Il faut savoir le dire. C'est pour cela qu'on a insulté des gens comme les Boutou. Quand on a commencé à parcourir l'Afrique pour leur dire non, ne nous trompons pas de combat. Le combat de Boko Haram, c'est celui dont Biya avait dit nous allons combattre les terroristes que vous avez amenés. Il avait dit. Les gens ont dit pourquoi il dit les terroristes de Boko Haram? Parce qu'on sait très bien que ça a un lien avec l'AES. Quand il vous a décrit l'AES aujourd'hui, ça vient de ces influences négatives, nocives que les gens injectent dans le subconscient. Ça a un lien avec le type de formatage des Africains qu'on appelle école. Ouvrez vos livres d'histoire. On parlait des criminels comme étant des grands hommes de l'histoire. Et on fait tabula rasa sur les grands hommes de notre propre histoire. Donc l'enfant grandit avec le fait que De Gaulle est bien pour lui et Oumniobé est mauvais pour lui. C'est pour cela que quand on voit des activités comme celle du Burkina Faso, au moins l'enfant qui passe chaque jour dans ce carrefour va demander le grand marbre de tout. C'est même quoi? On va lui dire qu'il avait ton âge, il a eu le courage de dire que je ne veux pas les chars, je veux les dabas et les houes. Okay. Il a eu le courage de dire consommons burkinabé. C'est-à-dire que vous dites que l'économie meurt pour la prospérité, mais vous ne vous rendez pas compte que les habits que vous portez sont faits par quelqu'un qui est en Europe, alors qu'il y a une maman à Fondjomokwet, dont le macabo est toujours là jusqu'à 19h, personne ne vient acheter, parce que les enfants dont nous avons envoyés en Europe partent dans le supermarché. C'est ce type de révolution qui amène la paix et la prospérité. Merci beaucoup. Pour se libérer du carcan de la colonisation et embrasser
les indépendances factices, il aura fallu que le Cameroun, et nous sommes l'un des rares pays à avoir pris les armes pour combattre et nous affranchir de ce paternalisme-là. Nous avons dû prendre des armes. Le Cameroun fait partie de l'un des rares pays à avoir mené une lutte d'indépendance. Donc encore de la violence. Et après ces indépendances factices, nous sommes tombés dans ce que nous appelons le néocolonialisme, qui est en réalité une autre forme de violence que les autres nous imposent pour que nous ne sortions pas, en fait, du cycle dans lequel ils nous ont mis et qui leur permet à eux de s'enrichir en puisant nos richesses ici. C'est ce que les autres ont appelé la France-Afrique, avec ces CDI bien théorisés par Verschave. Donc, voyez-vous, c'est un cycle de violence. Nous sommes tombés dans la violence politique qui est la plus exécrable. Aujourd'hui, regardez, écoutez le discours des hommes politiques chez nous. Regardez comment ils s'expriment. Vous savez, il y a quelques jours, j'écoutais encore un leader politique qui, devant ses militants, mettait en garde l'État central en disant « les survivants resteront à arranger le pays ». Quand on le dit, cela présuppose quoi? Je ne crois pas que c'est pour partager les bonbons. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a donc cette violence-là dans laquelle nous baignons qui est devenue en réalité inhérente à nos personnes. Violence économique, ça va mal, vous croisez des papas en route qui parlent seuls, c'est terrible. Hein? Violence familiale, parce que le papa n'a rien, il peut tabasser toute la maisonnée et tous les frères ne s'entendent plus. Violence psychologique, trop de problèmes, vous pouvez en perdre, vous pouvez devenir fou. Hein? Violence conjugale. Il y a quelques années, un sous-préfet de la Lokundje, chez mon aîné Bikoro, a sorti son âme et a abattu sa fiancée. Vous savez qu'il a été condamné. Oui, mais condamné, même jusque-là, la justice a été clémente. Il devrait passer 10 ans de prison. 10 ans seulement, j'y reviendrai certainement tout à l'heure. Violence socio-numérique, vous savez, regardez ce qui se passe dans l'espace socio-numérique. Il suffit que vous ayez un avis divergent, vous recevez une meute d'individus ou alors une meute de profils qui vous affuble de toutes sortes d'abjections. Vous pouvez fuir le numérique avec ce qu'on vous dit. Et parfois, cette violence socio-numérique, là, ou alors cette violence audiovisuelle, se dépose sur le champ physique. Vous savez qu'il y a quelques jours, un frère à moi, que vous connaissez très bien, vous l'avez souvent reçu ici, le professeur Oyan, Michel, va sur un média et fustige les responsabilités autour de l'axe Douala-Yaoundé et rentre chez lui autour de 19h30. Il y a un véhicule qui le suit, 2 individus en sortent avec des cagoules, le sortent de son véhicule et le passent à tabac. Il a eu la vie sauve grâce à un véhicule qui passait par là et qui a dû projeter des phares sur ce stationnement qu'il a trouvé bizarre. Et c'est comme ça que les 2 individus seraient partis. Nous aurions pu perdre le professeur Oyan. Donc, notre société est donc devenue violente. Il faut faire quelque chose. Et voyez-vous, pour le cas qui nous réunit ici, un adulte apparemment bien constitué, parce que père d'une artiste que nous aimons beaucoup, qui, au détour d'une dispute avec un congénère à lui, dans un bistrot de la place, décide d'aller se venger sur la progéniture de son congénère. Pour en finir, et ce dont on n'insiste même pas dessus, c'est que le drame aurait pu être plus lourd. Parce que, selon ce qu'on écoute, on nous dit que lorsqu'il se dirigeait dans le domicile de ce monsieur-là, il y allait pour décimer toute la famille, tous les enfants. Il aurait fallu que les aînés, 9 et 12, je ne sais pas trop, se terrent un peu dans les toilettes, dans la cuisine, en barricadant les portes. Qu'on aurait eu 3 morts sur le carreau. Donc, c'est terrible ce que nous vivons. Et je crois que l'État doit faire quelque chose. Vous savez, dans un pays, il y a 2 appareils qui régentent, qui structurent un pays. Il y a l'appareil idéologique. Cet appareil idéologique, c'est généralement l'école, l'église, les partis politiques, les associations, etc. Et il y a de notre côté l'appareil répressif. Le gouvernement, l'administration, la justice, l'armée, la police, la gendarmerie, l'administration pénitentiaire, au cœur la justice. Voilà les 2 maillons qui régentent un État. Mais lorsqu'il y a défaillance dans l'un des appareils, il y a dysfonctionnement et cela peut se répercuter terriblement chez nous. Parce que, dites-vous très bien, et je sors par là, l'une des conséquences qui amène aujourd'hui les Camerounais à se faire justice eux-mêmes, c'est parce qu'ils n'y croient plus beaucoup en leur justice. C'est parce que cette justice est taxée de tous les maux.
C'est parce que si l'on dit de notre pays qu'il est corrompu aujourd'hui, hein, à la lumière du classement fait par les organisations spécialisées, vous verrez que la plupart des institutions qui sont mises en avant, comme tentées d'être des institutions corrompues, ce sont des institutions pourtant censées nous protéger. La police, la gendarmerie, la justice. Et dans ce cadre-là, dans ce schéma-là, il y a donc des Camerounais qui préfèrent eux-mêmes à un certain niveau se faire justice, parce que même quand cette justice est appelée à dire la justice, elle nous laisse parfois sur notre faim. Vous avez pris un exemple, et je sors par là, celui du sous-préfet de la Lokoundje, qui abat sa copine, sa fiancée, hein, à bout portant. Il a expliqué que c'était pas son objectif. Non, cher ami. Parce qu'il a le droit de se défendre. Cher ami. Il a le droit, il a le droit à la parole. J'en connais, écoutez-moi très bien. J'en connais à Kondengi, qui ont conduit le véhicule qui a servi de braquet, et puis le braquage a mal tourné. Donc lui, il était simplement dans le véhicule parce qu'il avait été loué. Et ce chauffeur-là se retrouve à Kondengi, et il est aujourd'hui condamné, bon, à mort, on a permuté, ça devient une condamnation à vie. Et quelqu'un qui l'a fait, à bout portant, on vous dit que la justice a été clémente. Mais quand même la justice, non, David, David, le magistrat a quand même tout un dossier, il y a des enquêtes qui sont menées, les gens sont écoutés, et la sentence est prononcée à la fin. Vous savez, quand vous n'avez pas... C'est aussi ça le rôle du tribunal. Quand vous n'avez pas encore fait face à la justice, quand vous n'avez pas été victime d'une injustice, vous en parlez avec de la peinture. Vous êtes des peinturiers, des grands peintres. Donc vous peignez tout en blanc. Vous ne savez pas ce qui se passe. David, je vous pose des questions pour comprendre. Donc je réponds donc. Je ne suis pas te donner mon avis, je vous pose des questions. Oui, je réponds donc en vous disant que l'un des éléments qui frustre et qui peut contribuer à en violenter, à en sauvager notre pays aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des compatriotes qui préfèrent se faire justice eux-mêmes. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, parce qu'ils n'y croient pas aux instances habilitées à nous rendre justice. Je pourrais en revenir dans le détail. Vous avez vu l'âge et la candeur du visage de cet enfant? 6 ans. Vous avez des enfants? Bien sûr. Et vous leur parlez du juge, du procureur qui n'a pas fait ceci. L'enfant veut le message. Mais sauf qu'il y a un moment où on doit quitter l'émotion. Non, il y a un moment où on doit quitter l'émotion et faire face à la réalité. Il n'y a pas de réalité. Les gens meurent au nord-ouest, sud-ouest. La mort, c'est la mort. C'est le type de mort qui gêne. Vous avez un problème dans ce pays, vous ne savez pas adresser les problématiques. Les enfants là, qui vont à l'école, comme tout ça, veulent savoir si quand Dieu et moi, on se crée la télé, s'il va mourir après. Laisse-nous les histoires de que le procureur est monté. Qu'est-ce qu'il a foutu avec? On est dans un état de droit. On est dans un état de droit. Je vous dis. On est dans un état de droit. Nous sommes dans un état où un professeur d'université a insulté un journaliste chien. Vous avez défendu ceci. Un enfant, vous regardez à la maison. Un professeur d'université. Vous le célébrez d'ailleurs dans tous les plateaux de télévision depuis. Il faut faire attention. Là, on parle de l'avenir, monsieur. Vous célébrez les camps, les criminels. On arrête quelqu'un qui a volé 1 milliard. Vous dites qu'il est de quel tribu, il ne doit pas aller en prison. Vous venez parler des procureurs. Vous n'avez rien compris. C'est vous qui dites que nous devons vous laisser la place. Pour qu'on vous laisse la place, il faut bien adresser les problématiques. On a découpé une jeune dame. Dans ce que vous dites que, comme les gens n'ont pas mangé au nord-sud-ouest, il faut laisser la violence. On a découpé en morceaux, en michoui. Les femmes, vous regardez. Femmes policières. Les femmes, vous regardez. Je ne veux pas savoir le rêve, vous nous perdez le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Non, quand même, je voulais rappeler qu'elle faisait partie je vous dis, de la policière sécurité. Ou pas policière, Voilà. c'est une femme. Oui. C'est un enfant. Moi, je ne suis pas dans les histoires, si les policiers, si les ceci. Le père, le papa là, a fait les palabres avec un autre papa, comme nous en faisons à la télévision chaque jour. Et quand on va dans les réseaux sociaux, quelqu'un vous dit, quand nous serons là, on va vous faire ça dur. David vous a dit tout à l'heure, l'autre papa est même allé plus loin, en disant que ma querelle avec notre papa là, si je ne gagne pas, il n'y a que les survivants. En fait, c'est de vous qu'on s'adresse. Nous, on a déjà mangé. Moi, je préfère qu'on reste dans la vraie problématique. Est-ce que débattre veut dire, quand tu n'as pas d'argument, tu donnes un coup de poing à quelqu'un?
Voilà les problématiques que cette histoire pose. Ce monsieur est un récidiviste. Est-ce qu'on doit vivre avec des gens qui sont des récidivistes de ce genre de crimes? C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Maintenant, on attend que la justice se prononce. Justement, ce que vous oubliez aussi de dire. Et c'est ça le drame des Camerounais. Ils font leurs crimes ailleurs et ils veulent que quelqu'un qui n'a pas assisté au crime fasse mieux qu'eux. Le juge ne juge que sur pièce. Il ne s'agit pas de la justice institutionnelle ici, nous parlons de la justice sociétale et divine. On doit avoir une onde de choc qui condamne sans réserve, sans parler de l'État, les machins. Qu'on condamne d'abord ce papa qui discutait avec un autre papa autour d'une bière. Le propos de l'autre papa a certainement été mieux que le sien. Face à l'agora, il s'est dit, il faut que je lave mon honneur. C'est de la lâcheté. Un papa qui discute avec un papa autour d'une bière, c'est le manger ensemble. Les gens vont même avoir peur de votre père là, parce qu'ils se disent que mais, si on part au bar maintenant, je t'offre une bière, tu m'offres une bière. On engage Paris Saint-Germain, Marseille. Je suis plus convaincant que toi devant la foule. Je suis seulement obligé d'appeler à la maison pour dire fermez la porte. Fermez la porte, il vient de sortir, il n'est pas allé pisser. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait un moment dans ce pays où un enfant utilisé par Boko Haram. Moi, je suis un proclameur de la foi. Un enfant, comme avait l'âge de ce Matisse, a été utilisé pendant 9 ans par Boko Haram pour distiller la terreur dans le Cameroun de Paul Biya. Je vous ai dit que cet enfant-ci, dans le Grand Nord, quand on voyait un enfant se gratter, tout le monde fuyait. On a réussi à redonner confiance à cet enfant. Même les gens qui ont amené Boko Haram, vous connaissez Moulin Fournier, il a utilisé un enfant, on dit qu'il était sur la moto. Pourquoi nous utilisons les bambins pour solutionner nos problèmes à nous d'adultes? Pourquoi ce monsieur, au lieu de donner un coup de poing, ce qui est d'ailleurs interdit, parce qu'ils étaient dans un débat, comme nous en faisons chaque jour à la télé, dites toujours aux gens que quand nous terminons ici, Bignou nous amène au bar. Parce qu'ils croient que le débat constitue des gens qui ont fait des savoirs savants avec nous qui n'arrivons pas à l'école. Vous voyez comment c'est calme là. C'est ça qu'on appelle paix. Paix ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Paix veut dire qu'avec ton voisin, avec elle, vous réussissez à solutionner un certain type de problème. Et que Dieu vous dit, tout ce que nous posons comme acte, 1. Évitons l'imposture. Personne ne rend justice à la place du juge. Personne dans un pays. Ce monsieur a commis un double crime. Il a voulu rendre justice à la place de la justice. N'ajoutons pas un autre crime en disant que l'autre va faire ceci. Il n'y a pas de justice populaire dans un état de droit. Maintenant, le système jacobin vous a amené les critères de convergence. Comment sanctionner quelqu'un qui a fait un crime? Ce pays s'est arrêté en 2008. Parce que les gens disaient qu'ils veulent le code de procédure pénale de Napoléon. Vous avez la mémoire courte. Quand je vous dis je ne veux pas parler des hommes politiques, mensonge cohérent à longueur de journée. C'est eux qui ont amené ce code. En nous disant sur pièce, si quelqu'un dit je faisais seulement l'arme comme ça, je faisais dans mes passés, mais il y a eu crime. Maintenant les gens veulent se remémorer qu'ils ont commis des erreurs et veulent rejeter ça sur le juge. Il y a même des gens qui ont dit on devait finir avec lui. Tu as quelle qualité pour finir avec quelqu'un qui a commis un crime? Ce que vous devez faire maintenant, c'est d'apporter l'information idoine au fameux juge afin qu'il ne juge pas seulement sur mauvaise pièce. L'école qu'il a apprise veut dire que si la population coopère, quel que soit le crime ou le suicide, il faut coopérer pour permettre à ce que la justice qui est rendue au nom du peuple camerounais soit un peu juste et équitable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est une affaire qui suscite beaucoup d'émotions
Et on sait que la douleur également est immense au sein de la famille. On a une pensée pour la mère, pour le père, pour les frères et pour les sœurs. Bref, pour tous les Camerounais, parents ou pas, qui ont certainement pris la parole pour pouvoir réclamer justice. Mais également, quand on réclame justice, il y a le nom de cette chanteuse, l'idole, qui a été longuement citée simplement parce qu'elle est la fille de ce présumé assassin. Elle a décidé de prendre la parole il y a quelques jours pour dire sa part de vérité. Et mesdames et messieurs, nous sommes toujours là et nous avons une pensée pour le petit Mathis. Bonjour à tout le monde. Mais le sang. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui, je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles, les pauses spirituelles en réalité ne vaudront jamais une main posée sur l'épaule d'une maman meurtrie. Actuellement, la blessure est encore béante et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée, je suis... Mais je voudrais quand même le dire pour que ce rappel soit clair, que je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire, puisse la justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, mes concerts sont reportés. Les concerts initialement prévus le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. À la famille endeuillée, je présente mes sincères condoléances et je prie que le temps puisse ne serait-ce qu'un peu
adoucir l'immensité de la douleur qu'il traverse actuellement. Voilà, elle s'appelle Lidol, c'est une artiste du Cameroun bien connue. Et son père est donc le présumé assassin avant que la justice ne puisse se prononcer plus sur cette question. David, lors de votre première prise de parole en parlant de l'émotion aujourd'hui, vous avez évoqué à plusieurs aspects qui sont très importants. La violence, il faudrait la dénoncer. Il faudrait peut-être aussi trouver aujourd'hui un médicament qui peut permettre au Cameroun de sortir de cette violence. On a des images que malheureusement on ne pourra pas diffuser. Parfois, c'est avec l'automobiliste, le jeune mototaximan. Quand on écoute certaines déclarations, on s'interroge. Quand